Hello YouTube, c'est la petite séquence YouTube. J'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous dire déjà merci pour la force que vous donnez sur tous les épisodes. On est passé de 92 à 79e podcast le plus écouté dans la catégorie humour sur Apple Podcast. Je sais pas où on en est sur Deezer et sur Spotify on n'apparaît pas, alors je compte sur vous si vous nous écoutez sur Spotify de pas hésiter à mettre 5 étoiles, de donner un peu de force pour faire remonter le podcast CKR et puis bah, évidemment si vous voulez soutenir. D'ailleurs prochaine session de tournage de Tout le monde le sait, bête de retour, hein, merci encore. Ce sera annoncé dimanche 18h, il y aura le nouvel épisode, ça y est il est monté, il est prêt et franchement il est trop gaulerie. Les intervenants sont encore plus surprenants, vous allez voir. Dans la street on a trouvé des personnages. Si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à tlms.leshow@gmail.com tlms.leshow@gmail.com. Merci Léoxia pour ton sub, ça fait trop plaisir. Et oui, avec Amazon Prime, vous pouvez donner un sub gratuitement au compte Twitch que vous souhaitez. Si vous aimez chez Kevin Razi, bah allez-y, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On va parler un petit peu là de Algérie versus France parce que ça n'arrête pas. Il y a des gens qui sont en boucle dans les médias français sur l'Algérie. On dirait que, je sais pas, on dirait que l'Algérie a déporté, a envoyé des ogives nucléaires sur je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais depuis qu'ils ont décidé de s'émanciper et d'attaquer la France sur le fait qu'elle a commis l'irréparable pendant sa colonisation, qu'elle s'est comportée de façon, on pourrait le dire même génocidaire, or là, les Français, ils ne supportent pas le poids de cette culpabilité. Alors, on va revenir là-dessus. Après, quand tu vois des journalistes utiliser IFIAC, nous dit Andrea, bah t'apprends à parler comme ça vu que ça passe à la télé, d'où la loi CKR. Non, la loi CKR elle va être ultra importante, évidemment. La loi CKR, on vous l'a mis sur le Discord, je vous rappelle, c'est une loi qui va permettre d'éviter que sur les médias d'information, j'ai quand même resserré aux médias d'information dans un premier temps, d'éviter que des gens puissent sortir des infos, de les asséner de façon péremptoire, alors qu'ils n'ont pas de source. Donc ils ont 48 heures jour ouvrés pour s'excuser ou bien sourcer ce qu'ils viennent de dire. Et si ils ne le font pas, ils ont un blâme. Au bout du deuxième blâme, ils sont suspendus 12 mois d'antenne. Et au bout d'une récidive, s'ils ont déjà été, en plus de ça, toqués ou bien qu'ils ont déjà reçu des plaintes pour incitation à la haine ou autre, comme Zemmour, multicondamné, alors là, la suspension est définitive. Parce que je pense que tu as le droit à la liberté d'expression, c'est important, mais la liberté d'expression en France, elle est limitée à un cadre. Et si tu fais de la diffamation, tu dégages. Comme ça forcera les journalistes, ça forcera les journalistes, les éditorialistes, les essayistes, les politistes, tous les istes, à hausser leur niveau de jeu, hausser leur honnêteté intellectuelle et aller sur des débats qu'ils maîtrisent, donc ils vont devoir travailler leur sujet. Et je pense que c'est super important d'avoir des gens, notamment du Rassemblement National, parce que c'est pas les meilleurs en chiffres. Les droitards ont du mal avec ça, ils manipulent les chiffres, ils sortent tout le monde le sait, mais on le voit bien, etc. On va pouvoir éviter l'émotion sur les chaînes d'infos parce que ça a une responsabilité vis-à-vis des gens qui écoutent et qui sont pas outillés pour analyser les phrases. Nous ici on essaie un peu de le faire à mon petit niveau, j'essaie de vous apprendre 2-3 tricks quand on utilise le conditionnel, comme la technique Caroline Forest pour discréditer quelqu'un. Il semblerait que Rima Hassan serait proche de gens qui étaient proches du régime algérien. Bon bah voilà, avec une phrase comme ça, on ne dit rien, mais on jette un soupçon autour de Rima Hassan, alors qu'elle a dit serait. Donc c'est du conditionnel, on n'est pas sûr. Proche, ok. Proche de qui? Proche, ça veut tout dire et rien dire. Proche, ça veut dire on t'a vu, vous étiez à un même événement, ou alors vous mangez ensemble régulièrement, vous êtes des srabs tard les fous. Proche de gens qui seraient proches. Donc déjà, la filiation, vous avez vu, elle prend déjà un autre cran. Proche de gens qui seraient proches du régime algérien et pas du gouvernement algérien. Quand on dit régime, on renvoie à quelque chose d'autocratique, on renvoie à quelque chose de dictatorial, donc du régime algérien, pour jeter le discrédit sur l'Algérie, pour bien rappeler que selon ta perception des choses, l'Algérie est surtout une dictature autocratique, et de bien enfoncer le clou là-dessus. Et là, d'un coup, on a dans la tête des gens
Rima Hassan est proche du régime algérien. Et un régime qui est pas bien, parce on appelle ça un régime et pas un gouvernement. Donc vraiment, il faut faire super attention pour ne pas... racisme charnel, sa page, je te jure. Pour ne pas se faire avoir, c'est ce qu'on essaye de faire ici. C'est pour ça aussi que je reprends mes études. Et je vais relancer d'ailleurs la dame pour ma VAE, parce que j'aimerais faire un master infocom, parcours médias, culture, société, et qui va me permettre, je l'espère, de ensuite pouvoir faire un doctorat en sociologie des médias, afin de pouvoir avoir plus d'armes à vous donner, tu vois, d'être encore plus fort intellectuellement pour pouvoir vous apprendre encore plus de choses, de les vulgariser à ma façon. Je garderai toujours mon podcast, hein, quoi qu'il arrive. CKR, ça restera là. Que je sois docteur, que je sois député, que je sois césarisé pour mes futurs films, mon podcast, il me tient à cœur. Mais c'est un doctorat charnel, exactement. Un docteur ministre de la Culture, c'est stylé en vrai. Bah ouais, pourquoi pas. J'ai habité à Tambouille, je suis proche de Gérard Larcher. Donc voilà. Alors pour tout le reste, Clovin, je sais pas. Là, moi, j'avoue, j'ai donné ça. J'ai demandé à la dame qui s'occupe de ça. Elle m'a dit que c'était possible. Elle revient vers moi en octobre. On est le 28 octobre. Je vais lui envoyer un message. On enchaîne. Allez, on va regarder tout de suite Éric Zemmour. Qu'est-ce qu'il nous a dit, lui, encore, sur l'Algérie? Tu nous emmerdes. Tu nous emmerdes, le Z. Tu nous emmerdes. Tu n'es pas censé parler comme ça, hein, aussi souvent dans l'espace public. Ah, l'enquête va très vite. Et vraiment, je veux dire mon admiration et mes félicitations aux policiers qui sont autrement plus efficaces que la sécurité du Louvre. Ah oui, donc là, il parle des gens qui... Ah, mais on l'avait vu cette vidéo, mais c'est pas grave, on va la revoir. Des suspects qui ont été arrêtés dans le cadre du vol au Louvre. Mais une fois qu'on a dit cela, il faut essayer de tirer la première analyse de ce vol de bijoux. Vous avez dit vous-même, l'un des suspects arrêtés était un Algérien qui partait en Algérie. L'autre était un Malien. C'est pas encore confirmé, mais ça fait. Bon. Il y a des sources qui le disent. Vous savez, pendant la campagne présidentielle. Il lui s'en fout de la précaution. Hein. Il y a des sources qui le disent. Non, vous savez, j'en ai rien à foutre parce que moi, j'ai construit tout mon argument autour de ça, donc vous n'allez pas m'arrêter. J'avais étonné certaines personnes et même certains parmi mon entourage quand je parlais de djihad du quotidien. Eh ben, vous voyez, ce week-end, c'est exactement la preuve de ce que je vous dis. On pille les trésors de la France. On tue, c'est le procès de la Algérienne qui a violé et massacré la petite Lola. Je ne parle pas des trafiquants de drogue. Il a dit Allahu Akbar en montant sur le banc de charge. Je ne vous parle pas des harcèlements sexuels dans le métro. Attendez, tout ça, c'est des pillages, des vols, des viols, tout ce que fait une armée d'occupation. C'est exactement la même chose. Vous mettez tout ça sur le même plan. Pour moi, je mets tout ça sur le même plan. Les vols des bijoux. Évidemment qu'il y a une hiérarchie entre le meurtre et un vol. Évidemment, entre un harcèlement et un viol. Entre un vol de téléphone portable, qui va lui aussi en Algérie. Ah ouais, donc il a tout mélangé. Voilà, donc armée d'occupation, pour lui, c'est pas la guerre d'Algérie, c'est pas la France qui occupait l'Algérie. Non. L'occupation, pour lui, c'est ça, quoi. C'est 3 trucs décorrélés. Eh ben ça, c'est une armée d'occupation. Bah, super. Et on le laisse parler. Et on l'invite, hein. C'est-à-dire que normalement, là, tu devrais dire, bon, allez, coup d'arrêt. C'est la fois de trop. C'est la 6e ou 7e fois de trop. On arrête d'inviter cet individu qui ne représente rien. Je rappelle qu'il n'a aucun député dans l'hémicycle. Son parti n'a aucun député dans l'hémicycle. Il n'a aucun poids politique. Il ne représente que sa personne. Et c'est parce qu'il a sorti un énième livre, un énième torche-cul, qu'on continue de l'inviter. C'est juste sur cette base-là. Parce qu'on aime la polémique. Et parce que la polémique, va dans le bon sens. C'est-à-dire dans le sens de l'extrême droite. Montrez-moi quelqu'un d'extrême gauche, t'as ça, qui n'a pas de poids politique et qui a invité dans toutes les émissions à chaque fois qu'il sort un livre. Allez-y. Voilà, il n'y en a pas, donc fin du décompte. Qu'est-ce que ça nous dit, là, Elisabeth Lévy Elisabeth Haute-Vie, je dirais. Richard Millet qui déclare on peut parler d'une armée d'occupation d'Algérie. Ah oui, bah, évidemment, ils reprennent tous ce terme. Et Elisabeth Lévy qui dit... Écoutez, regardez ce qu'elle dit.
Bon, Richard Mille, est-ce que vous partagez cette analyse? Armée d'occupation. Nolo, on ferait. J'ai dit de gauche. le gars, j'ai dit gauche, il me dit, bah, Nolo ou on ferait. Oh, purée de pommes de terre. Ah là 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 là, purée. Ah, c'était meilleure vanne. Meilleure vanne en tout cas. Merci beaucoup pour ce... Allez, on écoute tout de suite ce passage. Si je dis oui, je vais tomber sous le coup du modérateur que vous êtes, donc je ne peux pas reprendre cette expression. Non, mais la parole est libre. Bon. Oui, ils sont assis à gauche de Zemmour, c'est tout. Il y a effectivement comment dirais-je, c'est tous les jours qu'on voit des choses de ce genre, c'est tous les jours, donc on peut parler effectivement d'armée d'occupation. Mais pourquoi on peut... Parce que tu vois un truc tous les jours, c'est une armée. Non mais frère. Je veux dire par là qu'à partir du moment, il y a quelque chose qui me frappe et que peu de gens se rappellent. C'est le discours de Boumedienne à l'ONU en 1974. Nous gagnerons par les ventres de nos femmes. Et il me semble par exemple que le fait de ne pas vouloir récupérer les OQTF, l'Algérie effectivement laisse chez nous une partie de cette armée d'occupation. Ah oui, bonne ref, boum, moi aussi je l'ai, Royce the 5'9". Voilà. Bon, là il y avait un Algérien qui, manifestement, alors il est de nationalité. Alors l'autre il te sort une phrase de 74 et il te dit ouais voilà c'est ça. Hein. Moi je pense à cette phrase qu'il a dit, on gagnera par les ventes, bah voilà. Ah, et 30 ans après... Algérien, il est franco-algérien. Bon, manifestement, il souhaitait rentrer en Algérie, cette personne. Et oui. Il est franco-algérien, semble-t-il. On ne sait pas encore, hein, mais eux, ils savent mieux que nous. Hein. Franco-algérien, donc il est français, quoi. Il est arrêté à Roissy. Il y a quelques années, on en avait vu qui avait disparu dans une cité à Grenoble, hein, après avoir commis. Ils n'avaient même pas quitté le territoire. Non, je pense, on peut utiliser. Moi, je n'utiliserai pas le terme armée d'occupation, mais il y a. Attention, c'est le moment où Elisabeth Hauteville va sévir. Une contre-colonisation, on peut dire ça, c'est-à-dire un mouvement inverse de la colonisation avec un peuplement par d'anciens colonisés. On peut discuter des termes. Mais pourquoi mais non, mais t'inventes un truc. Moi je dirais qu'il y a une contre-colonisation par des anciens colonisés. Mais je dis ça, mais j'ai pas de source, hein. Vraiment, voilà, chacun choisit son terme. Bah non, en fait. Non. Elisabeth Hauteville, hein. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas affirmer un truc comme ça. Cette analyse, elle est tronquée. Non mais... L'incitation à la haine en raison de l'origine n'est pas une opinion, mais un délit passible d'1 an de prison. Article 24, alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881. Non mais... Le contre-Uno l'Algérie, ouais. C'était une contre-colonisation. Non mais frère... Cousine, là... Non mais non, bah non. Non. Non mais je sais pas, je crois qu'ils connaissent peut-être pas le concept de mondialisation, je te jure. Ils sont pas allés jusque-là à l'école apparemment. Ils sont pas allés jusque-là apparemment. Non mais c'est une dinguerie. Et puis tu sais, moi il y a un truc qui me fait rire là, comment ils veulent trop parler des pseudo prétendues origines, des prétendus suspects du vol du Louvre et de montrer ça comme du banditisme de banlieue ou du banditisme d'immigrés, etc. Mais t'as envie de dire chacal. Les bijoux de la couronne. Tu crois qu'il y a qui peut se les offrir, les bijoux de la couronne? Tu crois que c'est qui, là, derrière, qui commande ça? Parce que tu crois que... Et si c'était des mecs de banlieue, issus d'immigration, qui ont fait le casse, ok? Tu crois que c'est qu'après, pour pouvoir se les mettre chez eux? Tiens, je vais mettre le petit diadème de génie, là. On fait un TikTok, j'ai mis le diadème de génie. Fais un TikTok. Tu crois vraiment que les gars, ils ont pris ça pour eux? Ah non, moi j'ai toujours aimé les joyaux de la couronne. Ah, frère, moi j'ai toujours aimé les joyaux de la couronne. Donc là, je suis content, tu vois. Moi, avec mon petit survêt Barça, je mets mon petit joyau de la couronne, je suis me Non mais, vous vous rendez bien compte que s'il y a des gens qui vont voler des bijoux comme ceux-là, parce que pour moi, pour aller les revendre, je sais pas comment tu fais. Moi, demain, je tombe sur des joyaux de la couronne. Si je veux les revendre, je vais aller chez Cash Converter et ils vont me dire, oh, c'est pas mal, hein. 95,77 €. Et je vais dire ok. Donc en fait, les gens qui commandent ça, chacal, mais c'est des putains d'ultra riches. Des gens qui sont prêts à mettre des 20, des 30, des 50 millions, des 100 millions d'euros sur la table. C'est des putains d'ultra riches que vous fréquentez, qui font partie d'élite. Alors, de l'équivalent de l'élite, mais dans des pays étrangers potentiellement. Mais c'est des putains d'ultra riches.
Arrêtez de croire que c'est un truc de cassos, issus de l'immigration qui sont là pour voler les joyaux de la couronne. Bah oui, c'est grave, c'est bien connu, les joyaux de la couronne, ça se retrouve au marché Clignancourt. Non mais vraiment, c'est une dinguerie de croire que c'est une affaire d'immigration de pauvres, de délinquants. Non, eux, c'est les petites mains qui sont allées potentiellement... Et encore, on dit ça, on n'en sait rien pour l'instant, mais si ça avait été le cas, ça aurait été des petites mains qui ont fait ça au service de putain de gros portefeuilles, parce que pour t'acheter les joyaux de la couronne, faut y aller, chacal. Vraiment, et pour avoir l'idée de lâcher des millions d'euros pour un truc que tu exposeras jamais, mais juste pour chez Watt, faut que tu sois un putain de blindé de l'élite. T'as ça, de la vraie élite. Donc arrête de nous... C'est un truc de ouf, quoi. Arrêtez à chaque fois de nous dire « Ouais, regardez ce qu'ils ont fait, c'est scandaleux. » Bah parle à tes gars, parle à tes potes de l'élite qui ont l'impression que parce qu'ils sont blindés, ils peuvent acheter le monde entier et qu'il n'y a aucune limite. C'est plutôt ça qu'il faut questionner, chacal. Vraiment. Je n'attends rien de l'Algérie, un pays qui est complètement obsédé par la haine, il n'y a pas d'autre mot, la haine de son passé juif. Regardez ce que fait le Maroc, à côté. Le Maroc, le roi du Maroc, encense ce passé juif en disant c'est une part de notre passé. Là, ça vous étonne que la synagogue, mais toutes les synagogues, elles sont devenues des mosquées. Les synagogues, enfin, il n'y a rien, je demande juste, moi je demande même pas qu'ils entretiennent les bâtiments, qu'ils entretiennent juste les tombes. On a quand même en partage avec les sociétés musulmanes et avec cette tradition quand même d'Algérie, on a le respect des tombes. Alors, depuis l'accord de 2022 que le président de la République est allé négocier à Alger, c'est maintenant à la fois notre gouvernement et le gouvernement algérien qui ont la responsabilité de la pérennité des tombes en Algérie. C'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc ça vous étonne? Moi, ça m'étonne pas. Moi, ça m'étonne pas. Manishtana, ok, Manishtana. Est-ce que vous pensez qu'ils vont faire, en Algérie, vous imaginez, un musée avec la place du judaïsme dans l'histoire d'Algérie? Alors, s'il y a ça, croyez-moi, c'est que le Messie est pas loin. Oh là 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 là. Tu veux qu'on parle de quoi? De comment ils ont Je n'attends rien de comment les Algériens de confession juive à Constantine, ils ont fait en sorte que les Français puissent prendre cette citadelle qui était imprenable en collaborant. C'est ça que tu veux peut-être préciser? T'imagines un Allemand dire ça au sujet de 39-45? Non mais je te jure. Ah non mais ça sera une autre vidéo. Non mais attends, en plus d'ailleurs, parce que j'ai une vidéo là, je sais pas s'il me l'a mise. Mais regardez ce qu'il a dit là, l'autre. Comment il s'appelle? Non mais notre ami Enrico. Vraiment dans la négation la plus complète. Alors attends, Enrico, il est où? Enrico qui nous raconte n'importe quoi. Enrico, il faut les dégommer. Alors attends, dégommer, on va voir ce qu'il nous a sorti encore une fois à la 8. Pipapoum, pipaf, pif, paf, poum. Papapam. Hop. Alors, tac, tac, tac. Papaf, pif, poum, pam. Pif, paf, pouf. Tam, tam, toum. Ah, voilà. Écoutez-moi ça. Écoutez-moi comment il décrit un acte de collaboration en appelant ça de la résistance. Quand il y a eu la colonisation française, en 1830, l'Algérie a été conquise par la France, mais pas Constantine. Constantine a résisté pendant 7 ans aux Français. Pourquoi? Parce que c'est une ville imprenable. C'est une citadelle, des abîmes. Personne ne peut envahir Constantine. Mais on était tellement malheureux, on était tellement contents que les Français viennent à Constantine qu'on a fait de la résistance pour les Français, de façon à ce qu'ils prennent facilement Constantine. On a fait de la résistance, quoi. Mais chacun, c'est pas ça de la résistance. Est-ce que quelqu'un peut lui dire c'est pas ça la résistance?
C'est comme si le gars te disait, mais clairement, c'est comme si le gars te disait, quand les Allemands sont arrivés en France, ils n'ont pas réussi à prendre Paris. Nous, comme on était malheureux à Paris, alors on a fait de la résistance pour que les Allemands ils prennent Paris. Mais c'était de la résistance à l'envahisseur, pour aider l'envahisseur. Ben c'est pas de la résistance, mais tu es en train de nous rebasser. DJ Khaled, de Remix, le mec il nous a réinventé, c'est de la résistance charnelle. Là c'est la résistance charnelle, ça ne marche pas, chacal. Une force étrangère qui arrive dans un pays, si tu l'aides, tu as collaboré. C'est tout. Que tu sois heureux, malheureux, c'est de la collaboration. En plus, t'as vu comment il raconte ça? Parce qu'on était malheureux. Mais tu sais, malheureux, tu me dis parce qu'on était persécutés, parce que on était emprisonnés, parce que c'était insoutenable, parce qu'on était malheureux. Limite, t'as envie de dire, putain, genre vraiment, bah c'est quoi malheureux? Qu'est-ce qui parce que non, on était malheureux, tu vois. Pas de place de parking. Les places en crèche, c'était une galère à chaque fois. Non, on était malheureux, voilà. Une résistance pour l'envahisseur. Non, mais c'est royal ce qu'il a dit quand même. J'ai vu un cambrioleur mesquine, il n'arrivait pas à rentrer chez mon voisin. Heureusement, j'avais une clé. Bah, merci, Jules, d'avoir fait la résistance. La résistance face au... La résistance face au... pour le voleur. Non, mais n'importe quoi. Purée de pommes de terre. Il est fatigué, là. Vraiment, il est fatigué. Vraiment, dans la résistance, quoi. Non, mais frère, comment tu peux balancer ça? Non, mais j'aimerais savoir exactement la raison pour laquelle ils ont aidé. Parce que moi, je veux bien que tu me dises qu'il y avait de la persécution, des trucs comme ça. Eux, ils ont vu la France comme des libérateurs de leurs conditions. Mais là, que tu me dises, on était malheureux et qu'on a fait de la résistance pour aider les Français à... Non, c'est de la collaboration. Faut dire les termes, encore une fois. Non, mais n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Toujours autour de l'Algérie? Ah bah là c'est Philippe de Tabarot, le ministre des Transports, qui assume au sujet des colonisations qu'on n'a pas à s'excuser du passé ni du présent. Bah voilà pourquoi on a du mal à avancer. Philippe Tabarot, ministre des Transports, invité de la grande interview CNews Europe 1. Je voulais vous entendre également sur l'accord franco-algérien de 1968. Vous voulez pas me parler de transport, de tout le reste? Non. On en parlera des transports, mais pour l'instant, il y a le budget, et puis il y a la situation politique, bien sûr, qui est celle que vous connaissez. Sur l'accord franco-algérien, il y a Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France en Algérie, qui connaît parfaitement la situation, qui conseille à tout le monde, aux Français et à tous les politiques également, de bien lire le rapport de Charles Rodwell et de Mathieu Lefebvre sur cet accord franco-algérien de 68 qui nous coûte 2 milliards d'euros par an. Est-ce qu'on a encore les moyens de financer cet accord, donc 2 milliards d'euros par an, et est-ce qu'il faut le revoir? En tant que parlementaire, j'ai été un des premiers au Sénat et je sais que ça a été le cas aussi d'un certain nombre de députés LR qui ont été les premiers à mettre ce sujet à l'ordre du jour de leur niche parlementaire. Donc, quand j'étais parlementaire, j'étais bien sûr de cet avis. Aujourd'hui, ce n'est pas dans ma responsabilité au niveau ministériel, c'est celle du ministre des Affaires étrangères et c'est celle du ministre de l'Intérieur. Ce que je peux vous dire, alors je vais le dire qu'une fois, mais à titre personnel ou plus que tout en tant que citoyen, je suis bien sûr pour qu'on ait des relations qui reprennent avec l'Algérie dans le cadre d'une coopération qui est indispensable, mais avec une position de fermeté. On n'a pas à s'excuser du passé et on n'a pas à s'excuser du présent, puisque je rappelle que c'est les Algériens qui ont, à l'heure où on parle, emprisonné 2 de nos concitoyens. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup Tabarot qui vient de remettre de l'huile sur le feu bêtement. Vous savez, la France ne veut pas reconnaître. On a du mal, quand je dis la France, c'est la France d'un point de vue diplomatique, a du mal à s'excuser. Ne veut pas s'excuser.
de ce qui s'est passé en Algérie. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui le dit dans les commentaires sur X, Béranger, qui dit « T'imagines un Allemand dire ça au sujet de 39-45 ?» Mais oui, c'est ça. Mais Staé qui dit « Mais comment le ministre des Transports se retrouve à parler d'autre chose que des transports ? Genre, ferme ta gueule et gère les transports. » Genre, ouais, en fait. Qu'est-ce que ok, pourquoi est-ce qu'il peut citer un livre de Boualem Sansal ? Ça va être ma question à tous les droitards qui nous cassent les pieds avec Boualem Sansal. Citez-nous un livre que vous avez lu de Boualem Sansal. Le macro... le macro de la laïcité, Non mais sérieux. Aken qui dit... Normal, son père était l'un des fondateurs de l'OAS à Oran, la branche la plus meurtrière de cette organisation clandestine. L'OAS, en 61, visait à saboter les négociations d'Évian et maintenir l'Algérie sous domination française par des attentats, assassinats et sabotages. Et oui, parce que Philippe Tabarot, ministre des Transports, qui décide de parler de l'Algérie, pourquoi il est dur comme ça ? Parce que c'est le fils de Robert Tabarot, et dans le chat, il y en a qui l'avaient déjà anticipé. Robert Tabarot, qui, dès 1955, en réaction aux attentats du FLN, fonde un groupe armé contre-terroriste avec Athanase Georgopoulos. Il est l'un des membres fondateurs du Front Algérie française en juin 1960, sur la base du dit FNF avec le conseiller général Guy Villeneuve, Gabi Conessa et Yves Santini, lui aussi conseiller général d'Oran, qui devint le porte-parole du gouvernement. Et donc, on se rend compte que oui, effectivement, les gars... Ah, bah il a été élevé à la bonne enseigne. Et tiens donc, Philippe Tabarot, il aime bien l'Algérie. Le clan Tabarot, promoteur de la nostalgie de l'Algérie coloniale. Promoteur, je vous montre ça, c'est génial. Le clan Tabarot, promoteur de la nostalgie de l'Algérie coloniale. Nostalgie, bah ouais, c'était bien. C'était trop bien quand on pouvait, tu sais, leur foutre des coups de GGN pour les électrocuter, les torturer, les violer, les enfumer. Oh là là, comment c'était trop bien d'obliger les femmes à enlever le voile, de devoir les forcer à apprendre notre langue. Putain, la bonne époque, merde, ça nous manque. Et Mo City qui nous dit sur X, c'est bien d'évoquer l'Algérie parce que ça permet surtout de ne pas parler du quotidien chaotique des Français. Lui, il aime Sardou au moins, ça c'est clair. Le problème de la France est de ne pas avoir digéré, en fait, d'avoir eu une occupation violente en Algérie. La colonisation est violente encore aujourd'hui dans le monde, hein, regardez en Palestine. Et regardez ce qu'en dit Jean-Michel Apathy. Étonnant, non ? Parce qu'il semblerait que sur Oradour ou sur Glane, vous allez voir. Bugeaud a fait enfermer des femmes, des hommes et des enfants. Ça c'est en 2020 qui parlait de la guerre d'Algérie. Combattant ou pas, dans des grottes, le feu devant la grotte et tout le monde meurt asphyxié. Bugeaud a inventé, alors Napoléon avait un peu fait ça en Espagne, enfin il a inventé les chambres à gaz. Et il a une rue, un problème. Et vous avez interpellé d'ailleurs la maire de Paris, tous les candidats à la mairie de Paris. Personne ne répond et tout le monde s'en fout. Personne ne répond. Très bien. Mais Bugeaud, quand même, parce que, par exemple, on peut dire de Colbert, moi je ne le dis pas, hein, on peut dire de Colbert qu'il y a un anachronisme, on revisite ça avec nos valeurs d'aujourd'hui, patati patata. Mais Bugeaud, il fait ça en 1845, en Algérie, c'est la fin de la conquête d'Algérie. C'est une conquête qui a été terriblement sanglante. On a brûlé des villages, on a tué des gens, c'est une épouvante. On n'en parle pas beaucoup. Hein. Bugeaud, il raffine un peu, il enferme les gens dans les grottes. À l'époque, débat à la Chambre. Le maréchal Soult, qui est ministre de la Défense, se désolidarise de Bugeaud. Il y a des articles dans la presse française et européenne. Tout le monde est scandalisé. Et puis en 1865, c'est le Second Empire, on lui donne une avenue. On réaménage la place Dauphine, on creuse l'avenue Bugeaud qui va rallier la place Victor Hugo et l'avenue... Dans le 16e arrondissement de Paris. Et on lui donne le nom de Bugeaud. Bon. C'est le Second Empire qui fait ça parce qu'il y a des solidarités militaires. Mais la mairie de Paris aujourd'hui, elle ne pourrait pas regarder cette histoire. Bugeaud est un salopard. Il a inventé les chambres à gaz. Et il a une avenue à Paris. Eh bien, vous dites ça, mais tout le monde s'en fout. Ouais, c'est clair. Bien sûr que ça suscite de la colère. Alors que Monerville, il n'a rien à Paris. Et chez les gens qui sont les descendants de toute cette histoire douloureuse. Parce que aujourd'hui, le visage que nous montrons, c'est le visage d'un égoïsme total. C'est du passé, allez vous faire voir. Les vainqueurs ont écrit l'histoire. Mais quand les vaincus, aujourd'hui, demandent aux vainqueurs comment vous avez écrit l'histoire, on ne peut pas leur dire d'aller se faire voir. Il faut être capable de leur répondre. Et sur Bugeaud, on pourrait parler d'autres personnages, hein, mais sur Bugeaud, personne n'a de réponse.
C'est important de le rappeler, de le souligner. Je suis assez raccord. C'est important là-dessus. Pour le coup, Apathy est très basé et il le redit encore même là en mars. Il le redit en mars 2025 sur ce qu'a fait l'Algérie. Et vous avez vu le tollé que ça a provoqué d'entendre la vérité. Hein. Je pense qu'un jour, la France reconnaîtra qu'elle a commis des crimes de guerre, de masse, contre l'humanité. Je n'ai pas la compétence juridique pour le qualifier en Algérie. Je pense qu'elle devra le reconnaître pour pacifier son rapport avec l'Algérie. Et je pense aussi que la France doit faire le ménage. Je suis stupéfait de voir encore aujourd'hui, 2025, que le général Lamoricière et que les historiens définissent, le plus grand historien de cette histoire s'appelle Charles-André Julien. Il dit que le général Lamoricière était le plus inhumain de tous les officiers français. Il y a à Paris une école élémentaire à Lamoricière. S'il y avait une école Rudolf Hess à Berlin, je pense qu'on en parlerait. Est-ce que nous n'avons pas la conscience... À Marseille, on a débaptisé une école Bugeaud, d'ailleurs. À Marseille, à Brest. C'est vrai. Absolument. Ouais. Et à Paris, on a débaptisé l'avenue Bugeaud. Ah, ça c'est bien. Bugeaud, parce que vous avez dit, Bugeaud est un salopard, il a inventé les chambres à gaz et il a une avenue à Paris. Oui, bien sûr. C'était l'enfumade, c'est la pratique de Bugeaud. Ça consistait, quand la population civile se réfugiait dans des grottes, d'obstruer les grottes et d'envoyer la fumée et des feux. Il dit les termes en direct de la station thermale et personne ne le censure. C'est pas normal, je suis parano. Ça, c'est un white privilège qu'on n'a pas. Hein. Ça, c'est sûr. Et je voudrais signaler que France Télévisions a déprogrammé un documentaire remarquable de Claire Billet qui rapporte, qui révèle qu'entre 1958, 1959 et 1960, la France a gazé des Algériens dans des grottes avec des gaz chimiques, alors même, ce sont des appelés qui ont fait ça. L'armée française a été inhumaine jusqu'au bout en Algérie, jusqu'en 1962. Ce sont des appelés qui ont fait ça. Même pas des militaires de carrière. Pourquoi ce documentaire a été décommandé ? À votre avis ? Je te jure. Et oui, et si t'es une femme blanche, tu es coupé. Oui, par contre, là, dans ça. Sauf si tu vas dans le sens inverse et que tu dis que c'est bon, il faut arrêter avec la culpabilité, là, t'inquiète pas, tapis rouge, on bloque tous les autres micros, on bloque la pub, tu peux y aller. Hein. C'est ouf, hein. Franchement, c'est dingue. Et le pire dans tout ça, c'est quand tu vois comment Enrico, lui, te dit « Ouais, non, mais t'as vu, nous, machin, c'était de la... » Le mec, j'arrive pas à m'en remettre, il décrit un acte de collaboration en appelant ça de la résistance. Non mais... Et pour terminer, petite vidéo de Gisèle Halimi qui remet les points sur les i à Enrico Macias, tiens. God bless. On regarde tout de suite ce passage. L'Algérie française, c'était une Algérie... Attention. Attendez, l'Algérie française, c'était une Algérie multiraciale et multiculturelle. Oui, c'est-à-dire que le drame de l'Algérie en ce moment, c'est le manque de diversité. Ben oui, voilà. Quand il y a des Chinois pays n'a qu'une religion, un pays n'a qu'un parti, pas d'opposition pratiquement, automatiquement on arrive, et pas de démocratie, il n'y a pas de démocratie. Il y a quand même... C'est la limite. Alors, je m'excuse, avant de me poser la question, je voudrais ajouter quelque chose. Si le président Bouteflika, lorsqu'il m'a invité officiellement en l'an 2000, et que j'ai eu cette chance encore, cette deuxième chance qui m'était offerte de partir avec le président Nicolas Sarkozy, et que j'aurais du symbole de l'exil que j'étais depuis 1962, je serais devenu le symbole de la réconciliation de tous les enfants d'Algérie, on ne serait pas là en train de débattre sur la repentance et sur une page de l'histoire. On aurait fermé cette page de l'histoire. Je rentre d'Algérie. Tout de suite, là. Attention, ça va péter. Il y a 15 jours. Vous avez la chance de pouvoir y aller. Et je vais y venir. Vous pourriez, peut-être pas vous, mais là, il peut y avoir des raisons. Alors, je rentre d'Algérie. On parlait on était à quelques jours du voyage du président de la République et on a beaucoup parlé de vous. Vous savez à quel point vous êtes populaire, à quel point vous êtes
Justement, il y a un décalage entre le peuple et les responsables. Non, mais soyez gentils, laissez-moi finir. Oui. Laissez-moi finir. Ce que je trouve grave dans ce que vous avez dit et qui engage beaucoup votre responsabilité, c'est de dire que vous avez été rejeté. En fait, vous n'êtes pas interdit, mais on vous a dit de ne pas venir parce que juif. Il n'a pas eu de visa, c'est tout. Ça n'est pas ça. En même temps, mais regardez la contradiction de votre attitude. En même temps, vous dites: moi, je suis pour Israël. Or, vous savez très bien que Israël est considéré par l'Algérie comme un pays ennemi. Vous savez très bien, pour en revenir à la colonisation, que le Mossad a apporté son aide dans la répression dans le Constantinois. Vous savez que dans l'OAS, moi je revois Tixier-Vignancourt, l'avocat de l'OAS, me dire au palais: tout ce que fait le Mossad et tout ce que fait Israël, c'est pour les Juifs du monde entier qui sont comment Non, je termine. Alors, posez votre question. Vous avez dit vive Israël. Il faudrait de votre bouche. Pas du tout. Je suis en train de dire Tixier-Vignancourt. Non, mais revenons. Laissez-moi finir. Qu'est-ce qu'il faut que je sois anti-israélien pour aller en Algérie? Jamais. Jamais. C'est ça que vous me demandez? Donc c'est pas en tant que juif. Donc c'est pas en tant que juif. Mais si. Non. Mais si, parce que les Juifs sont des Algériens au départ. Les Juifs sont des Algériens. C'est les premiers habitants. Faut pas confondre, faire l'amalgame entre les Juifs et les pieds noirs. Politique qui a été prise à votre égard. Eh bien alors, politique. La décision politique, c'est parce que je suis juif et que je soutiens Israël. C'est simple. Ok, vous avez eu la réponse. Vous avez eu la réponse. Je ne connais pas. Et c'est pas valable pour l'Algérie seulement, c'est pour tout le Maghreb qu'on connaît un peu. Je ne connais pas un seul juif, originaire ou pas de ce pays, qui aurait voulu retourner voir ce pays et qu'on aurait empêché de venir uniquement parce qu'il était juif. Ça n'existe pas. Moi, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Non, mais vous êtes ridicule, madame. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est une décision politique. Vous et parlez vous pour vous, expliqué. parce que vous avez le droit de rentrer après tout ce que vous avez fait en Algérie. J'ai le droit de rentrer partout, moi. Ah oui, non, mais partout. Bah oui, je sais pas. Peut-être qu'en Israël, vous n'aurez pas le droit de rentrer. Ben j'en viens. Ok. Ils ne connaissent pas votre patrie alors. Si, ils ne connaissent pas votre patrie. Ah, il a le seum. Il a le seum. Merci et hommage à Gisèle Halimi. Il a le seum, putain. Il a le seum. C'était quelqu'un, Gisèle. Il s'est fait moucher. Il était déjà nul à chier, tu vois. Franchement, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Bref. Il y a un message de Perle pour finir qui dit quoi? J'ai croisé des Français venus retrouver les racines de leur enfance. Leur émotion était immense. Larmes, sourires, souvenirs. Ils m'ont dit être agréablement surpris par l'Algérie aujourd'hui, loin des clichés et fantasmes véhiculés. L'Algérie est vivante et accueillante, fierté. Écoutez, ma foi, je vais conclure avec mon impression de l'Algérie. J'ai eu la chance d'y aller avec Dr H en novembre 2023. Du 29 octobre au 5 novembre 2023, je crois, au 6 ou 7, je sais plus. On a fait Constantine, Alger, Oran et Tlemcen dans le cadre de conférences autour de notre livre sur les fake news. Et honnêtement, c'est là-bas qu'est né le mouvement de l'avant-garde, même si on va changer le blaze. Il est né à Alger le 5 novembre. Il y avait une telle aura là-bas. Évidemment, il y a plein de, comme partout, de défauts. Politiquement notamment, j'entends. Et ce que j'ai adoré, c'est de voir qu'à quel point les Algériens étaient lucides sur leurs conditions. Tu vois, ils n'étaient pas dans un patriotisme comme on pourrait l'avoir avec les potes qu'on a ici en France, qui dès qu'on on vanne, machin, etc. Ils sont là, c'est bon, lâchez l'affaire avec le drapeau, machin. Là. Et c'est vrai qu'on les a saoulés avec cette histoire de drapeau algérien qui est partout, parce qu'on a l'impression qu'ils sont ultra patriotes, etc. Mais, et qu'on pouvait pas vanner à l'époque, Bouteflika et tout. Mais en fait, ils sont très lucides sur leurs conditions, sur leur politique. Mais juste, le pays m'a fait un bien fou parce que la gamberge de chaque personne que j'ai pu rencontrer, ils étaient ultra basés en politique française, pour te dire, bien plus que certains Français. Et vraiment, ça m'a fait un bien fou et ça a eu un impact non négligeable parce que ça a été les prémices de CKR. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on est post-7 octobre 2023. On arrive à la fin du mois d'octobre, on arrive en Algérie et là, on voit des drapeaux palestiniens partout. Et on a l'impression d'être un peu libéré en tant que Français, de se dire waouh, en France, on est sous une espèce de cloche
médiatique qui a décidé de choisir un narratif et qui veut pas admettre que la riposte est asymétrique et que le tout n'a pas commencé le 7 octobre et que c'était pas la paix le 6 octobre. Et d'un coup, on peut parler librement, tu vois, et on se dit, ah putain, ça fait du bien. Et c'est de là que je me suis dit, mais il faut qu'on crée un mouvement qui puisse pousser cette pensée, tu vois, à travers de la production culturelle, scientifique, cet autre narratif, un narratif décolonial. Et quelques mois après notre retour d'Algérie, CKR verra le jour. Et ça va faire 2 ans maintenant, CKR. Et ça a été un bien fou. J'ai compris les fanons, j'ai compris les gens qui, quand ils sont passés en Algérie, ont ressorti ce truc de liberté, de gens qui se disaient, bah non, mais en fait, c'est le pays de celles et ceux qui veulent se soulever. Tu vois, les Black Panthers sont passés par là. Mandela avait un lien aussi. Castro avait un lien aussi avec l'Algérie. C'est vraiment le pays des gens qui se soulèvent contre l'oppression. Et c'est ce que j'ai ressenti en passant par là. Et plus que jamais, CKR est nourri de cette ambiance de vouloir dire et affirmer des choses qu'on n'entend pas dans les médias ou pas assez. Et surtout lutter contre cette injonction à penser d'une façon et pas d'une autre. Et ça, c'est hors de question, on l'a trop fait et maintenant on veut plus le faire. Donc voilà. Mon take et ma conclusion sur l'Algérie. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.